Bonjour, donc je m'appelle Gilles Planchon. Moi je suis un amoureux de longue date de la spiruline, hein. Ça fait plus de 30 ans que je vis avec elle et que je voyage avec elle et que j'expérimente avec elle, que je travaille avec elle. C'est un peu le fil conducteur de ma vie en fait. Et aujourd'hui, ça intègre même un aspect très important de ma vie qui est l'autonomie et la spiritualité. Donc je suis un homme heureux. Donc le parcours il est long, hein, puisque c'est plus de 30 ans. Hein. J'ai découvert la spiruline à 20 ans, à 18 ans en fait, et j'en ai 54 bientôt. J'ai eu la chance de découvrir proche d'ici, à Saint-Bosile-de-Putois, à demi-heure d'ici, le grand maître de la spiruline au niveau mondial, qui s'appelle Monsieur Ripley Fox, qui est décédé aujourd'hui. Ça a été la personne sur laquelle qui était la source d'inspiration. Et ce monsieur a dédié sa vie, sa fortune, son temps à la culture de spiruline, à des fins humanitaires, pour lutter contre la malnutrition infantile, en particulier. Et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup plu, cette idée déjà de cultiver quelque chose qui soit naturel et en plus que ça soit en solidarité des plus pauvres, quoi. Donc cette ferme où j'ai découvert la spiruline, où habitait Ripley Fox, coïncidence fait, ceux qui appellent ça coïncidence, s'appelle la ferme de la Roquette. Donc j'ai découvert la spiruline à la ferme de la Roquette chez Ripley Fox. Et après de nombreux voyages, toujours liés à la spiruline, études des lacs naturels, installation de projets dans les pays du Sud, bon, je ne vais pas vous les citer, il y en a beaucoup. À un moment donné, je suis revenu à terre de mes ancêtres, puisque c'est un terrain qui appartenait à mes grands-parents ici, suite à mes parents. Et je me suis installé sur ce lieu qui s'appelle la Roquette, parce qu'on est sur le chemin de la Roquette. Donc pour moi, c'était un clin d'œil supplémentaire pour me dire, bon, c'est ici que tu dois te poser vraiment, ne cherche pas ailleurs, malgré avoir vu des beaux pays, des belles gens partout. Et donc je me suis dit, allez, on continue dans les pas de Ripley Fox, faire de ce lieu un lieu expérimental comme lui, et au service des autres. Voilà. Je veux dire, pourquoi je suis tombé amoureux de la spiruline? Parce que sinon, je ne vais pas faire une biographie de ce qui se dit. Parce que c'est un être extraordinaire qui est à l'origine de la vie sur Terre, déjà. Déjà, ça met l'ambiance, quoi. C'est-à-dire que c'est notre plus lointain ancêtre. Donc quand on a une affinité à la spiruline, c'est comme si on se retrouvait relié aux origines de la vie, quoi, en fait. Et sa forme spiralée est aussi très intrigante, très belle, hein, quand on sait que beaucoup de choses sont spirales dans la vie. Donc voilà, c'est déjà ce qu'elle est, une source de vie. Ce qu'elle fait, source de vie aussi pour les enfants malnutris, parce que c'est comme ça que d'abord j'ai expérimenté, ça m'a touché. Et puis, oui, source de vie qui peut guérir beaucoup de nos maux aujourd'hui en société. Aussi bien, moi j'étais sur des projets aussi bien liés au sida en Afrique que des problèmes de cancer en France. La spiruline a sa place en prévention et pour aider les malades. Et puis pour des maux moins lourds, on va dire, moins graves, voilà, allergie, arthrose, fatigue. Pour les végétariens qui veulent arrêter de manger de la viande, pour les véganes qui veulent se passer de la viande, la spiruline, et en particulier la spiruline fraîche, permet d'arrêter de manger la viande. Moi j'ai arrêté de manger de la viande par accident grâce à la spiruline, parce que je me suis retrouvé 3 mois bloqué dans un désert au Chili où je cultivais la spiruline. L'entreprise n'était pas en très grande forme financière, ils n'avaient rien d'autre à manger que du riz complet et la spiruline qu'on récoltait tous les jours. On a mangé que ça, avec du jus de melon à la spiruline pendant 3 mois. Et je suis sorti de là, je n'avais plus envie d'aucun poisson, d'aucune viande, d'aucun œuf, parce que mon corps était saturé de protéines. Donc je peux dire que ça marche, quoi. Vraiment. Donc c'est pour ça aussi on parle beaucoup du lien entre l'écologie, détruire les forêts et la consommation exagérée de viande. La spiruline, elle peut aider à consommer moins de viande, sachant que sa culture elle est super écologique. On peut cultiver dans des déserts, ça a besoin de très peu d'eau, très peu d'énergie, et on n'est pas obligé de couper des forêts pour la cultiver. On peut faire ça du coup toute l'Afrique du Nord, enfin partout dans les pays pauvres on pourrait cultiver la spiruline. Donc bon,
Il y a aujourd'hui des famines, mais c'est vraiment plus pour des raisons politiques, je pense, que de réels besoins, parce qu'on pourrait, avec la spiruline et bien d'autres aliments comme elle, faire face à la malnutrition partout dans le monde. Donc c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la spiruline. Et puis elle m'amène à rencontrer des gens comme vous aussi. Elle m'amène aussi à, comme je l'ai dit, à me relier aussi. Pour moi, c'est comme une entité quoi, qui est plus grande que moi et qui me conduit. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur la spiruline. Je sais beaucoup de choses sur la spiruline. J'ai expérimenté beaucoup de choses, mais souvent pour vérifier ce que intuitivement j'ai appris par la spiruline. Donc c'est vraiment dans le relationnel, dans l'observation. Donc que l'on me dise pas scientifique, ça me va. Mais je pense que les vrais scientifiques, comme ceux qui étaient les alchimistes, ils savaient se relier à la matière pour apprendre d'elle. Donc question de voilà, écouter le cerveau droit, le cerveau gauche, voilà, j'essaye aussi quoi. C'est un rapport au vivant, c'est sûr, d'autant plus nous notre spiruline on la produit fraîche, donc quand on la consomme elle est vivante, vraiment, elle n'est pas séchée, c'est-à-dire qu'on peut la recultiver derrière. Que la spiruline fraîche qu'on commercialise, quelqu'un la prend, met dans l'aquarium, la cultive et c'est reparti quoi. Donc on est vraiment sur du vivant quoi. C'est pas juste de la com sur manger vivant, on est vraiment sur quelque chose de très vivant et on le sent dans son corps quoi, en plus. Donc les gens qui sont un peu sensibles au niveau de leur corps parce qu'ils ont fait un travail sur eux de nettoyage, dès qu'ils mangent la spiruline fraîche, c'est ressenti très fort. Et nous en particulier, notre spiruline, je pense qu'elle a un taux vibratoire très élevé, et donc cet aspect vivant il est amplifié. Donc, il y a un géobiologue qui est passé récemment, il a mesuré notre spiruline sèche à 700 000 bovis, c'est énorme. Et le lieu en lui-même, là où il y a la fleur de vie, le bassin profond, là ce que l'on appelle la matrice, on est à 1 700 000 bovis, c'est comme des cathédrales quoi. Donc notre aliment, nous, il nourrit sur plusieurs niveaux quoi. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui, parce que je pense que les gens n'ont pas besoin que de vitamines, de protéines et d'oligo-éléments. On a besoin de s'élever à vibration, on a besoin de sortir de la tête de la grisaille. Et pour moi, la spiruline qui se nourrit de lumière, elle peut nous apporter cette lumière et aider à la guérison sur beaucoup de plans quoi. Donc c'est un peu mon objectif aujourd'hui. Moi qui cultive la spiruline depuis plus de 30 ans, c'est voilà, toujours être dans une élévation. Donc j'élève la spiruline, en fait, je ne la cultive pas, mais je l'élève pour qu'elle soit beaucoup plus vibratoire et que non seulement elle réponde aux normes et tout ce qu'il faut pour qu'elle considérée comme un bon aliment, mais qu'en plus elle nourrisse des parties plus subtiles de nous et on en a bien besoin. Donc c'est aussi quelque part pour moi un partage d'une partie de mon lien, de ma spiritualité avec la spiruline à travers ne serait-ce que la forme de la spiruline que l'on fait. On est les seuls à faire de la spiruline sous forme d'alvéole de ruche qui représente aussi la fleur de vie, et tout notre symbolique elle est autour de la fleur de vie. On dynamise la culture avec fleur de vie, on fait des vortex, beaucoup de choses liées à la dynamisation de l'eau. Les petites alvéoles de spiruline, ça nous prend beaucoup de temps à le faire. Et c'est heureusement que je suis aidé pour ça, c'est Anna qui fait ça avec beaucoup de patience et d'amour quoi. Tout ce temps et tout cet amour qui est mis là aussi sur le produit jusqu'à la fin, jusqu'à l'emballage, on espère que les gens le sentent quoi. Pour l'instant on a de bons retours, voilà, en tout cas. D'ailleurs on a presque tout vendu cette année. Au départ, je faisais que la culture en extérieur, et de plus en plus de gens vivant en ville sont venus demander un petit peu, ah oui mais moi j'ai pas de jardin, est-ce que je pourrais faire ça dedans? Et du coup maintenant dans les modules de formation j'explique aussi comment faire ça dans un aquarium ou d'autres systèmes qui permettent du coup de faire à l'intérieur et toute l'année. Donc en plus ces aspects formation, du fait que moi je suis en train de devenir arbre et que je bouge de moins en moins, ça me permet de voir des gens passer ici, super, et c'est toujours... la spiruline attire toujours des belles personnes, quoi. En tout cas des gens qui viennent nous apprendre des choses et évoluer aussi.
Alors on l'appelait ferme écologique expérimentale de la Roquette. Ça fait la fée de la Roquette. Ce nom il est venu parce qu'écologique, ça va de soi. Moi dans le village on m'appelle le Vert. À l'âge de 12 ans déjà, à l'école j'ai refusé d'aller visiter une centrale nucléaire. Du coup j'ai été fiché vert et depuis bon voilà. Il y a la tendance aujourd'hui à se verdir un peu parce que il faut faire quelque chose. Moi voilà, j'ai toujours été écolo dans l'âme, je trouve ça tellement naturel. Donc écologique oui, expérimental oui, suite à Ripley Fox, dans sa lignée quoi, d'expérimenter des choses pour les rendre plus accessibles. Donc ici on expérimente. Je fais des prestations de recherche aussi liées à l'expérimentation, donc très souvent financées par le bureau d'études IES à Calfood. C'est des recherches sur des intrants bio, l'épuration des milieux de culture, enfin, c'est toujours lié à la culture écologique de spiruline en fait. Voilà. Et c'est grâce à ces recherches et grâce à mon expérience que avec Yes, j'ai mis au point la culture de spiruline écologique en France. Du coup, j'ai travaillé pour eux un temps et j'ai mis au point un système de culture inspiré de l'observation des lacs naturels qui permet aujourd'hui à tout producteur de pouvoir passer en écocert ou en bio. Donc c'est là, voilà, ça, je commençais à toucher le terme de permaculture de spiruline. Voilà. On peut en parler si vous voulez. Moi au départ, je ne suis pas allé vers la permaculture, j'ai l'impression que c'est devenu une évidence. Mon fil conducteur, comme je vous ai dit, ça a toujours été la spiruline, le respect de la spiruline, mon lien à la spiruline. Donc du coup j'ai passé beaucoup de temps à observer les lacs naturels de par le monde. J'ai eu la chance de découvrir un lac au Pérou. On pourrait écrire un livre rien que de ces découvertes et de ces partages. Je vous ai cité au moins une. Comment ça s'est passé à Paracas après avoir cherché pendant 1 an et demi des lacs de spiruline sur l'altiplano, en Bolivie, au Pérou. Bon, ceux qui connaissent un peu, voilà, c'est un peu l'aventure, quoi, parce que quand on va chercher des lacs à 5000 mètres d'altitude où il y a des flamants roses, il n'y a pas un bus qui t'arrête au bord du lac, c'est quand même assez aventuré, ouais. Et du coup, donc j'ai étudié ces lacs là, j'ai rien trouvé, et jusqu'au jour où on dit va voir là-bas, Paracas, il y a peut-être une lagune où il y a des eaux vertes. Et là j'étais avec mon ex-compagne là, qui s'appelle Charito, avec qui on a écrit le livre. Et on va voir cette lagune, et puis rien qu'à l'odeur et à l'aspect, on s'est dit mais ça c'est la spiruline. Et on avait tellement lâché prise après 1 an et demi d'avoir cherché partout, d'avoir rien trouvé de partout, qu'on n'avait même pas de bidon, rien. On était revenu en mode touriste, quoi. Et on s'est dit, quand même. Et donc, on est en plein désert, Paracas, pas très loin des lignes de Paracas, le parc national de Paracas, donc autour rien, quoi. Une seule maison au bord de l'eau. Et donc, on s'est dit, on va voir si cette maison, il y a quelqu'un qui peut nous donner une bouteille. On tape à la porte, la personne arrive, nous ouvre, et on lui demande, il dit, vous pouvez nous donner une bouteille vide. Il ne comprend pas, il croit que c'était pour boire, non, vide s'il vous plaît. Donc il nous amène ça. Et il va chercher la bouteille, et là s'ouvrent les portes du paradis. C'est quoi les portes du paradis pour quelqu'un qui cultive des algues? C'est un laboratoire tout équipé par des Américains pour cultiver des algues en plein désert, avec filtres, microscopes, fertilisants, tout ce qu'on peut rêver, qui n'existe même pas dans le pays, parce que c'est que du matériel américain, high-tech. Et donc on a vu ça, nous, c'était donc on a demandé au gardien qu'est-ce que c'était, il nous a expliqué que des Américains ont fui le sentier lumineux, le terrorisme, et et ont laissé le laboratoire de culture d'algues pour l'élevage de coquilles Saint-Jacques. Et du coup, il nous a donné le contact des propriétaires aux États-Unis. On leur a demandé si on pouvait rester sur place. Et là, on est resté 2 mois sur place, avec un laboratoire tout équipé, en plein désert, pour étudier la spiruline Paracas comme on venait de découvrir. Donc voilà, une des cadeaux qu'on a reçus, après quand même avoir cherché 1 an et demi sans trouver. Donc voilà les belles histoires avec la spiruline. Donc on a pris le temps d'étudier ça. Après j'en ai découvert en Camargue, donc juste à côté de chez moi. J'ai découvert à La Youn, au Sahara occidental, avec l'association Univers la Vie. Et du coup, de ces observations des lacs naturels, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai appris par la suite que permaculture, c'est d'abord observer et après appliquer. Mais ça, je ne le savais pas au départ. Moi, d'abord, c'était spiruline. Permaculture, j'ai entendu parler après.
J'ai entendu parler un jour où je suis allé expliquer mon système de production dans un cours de certification en permaculture. Je leur ai expliqué comment je voyais la culture de spiruline. Ils m'ont dit, mais ça, c'est de la permaculture de spiruline. Et là, je me suis ensuite dit, ben oui, il faut que... Effectivement, je vais intégrer ce mot, je vais parler de permaculture de spiruline, parce que ma vision, elle est liée au concept de la permaculture. Donc, quelle est cette vision et quelles ont été ces observations? Ben, les observations, ça a d'abord été que la spiruline, dans les lacs naturels, elle n'est pas dans une serre, elle n'est pas sur des plastiques. Déjà, bon, c'est tout con, mais il faut quand même le reconnaître. Et du coup, dans ce lien au sol, il y a eu quand même quelque chose de, pour moi, très intriguant, parce que j'ai fait des analyses avec le peu de moyens que j'avais, mais je me suis quand même débrouillé, et j'ai trouvé que dans l'eau, il y avait très peu de nutriments, alors qu'il y avait des productions de spiruline phénoménales dans les lacs. J'ai regardé aussi la documentation bibliographique, composition de l'eau, toujours très pauvre en azote, phosphore. Je me suis dit d'où vient la nourriture, puisqu'elle pousse de manière phénoménale. Et je suis allé voir au fond du sol. Et donc c'est là que j'ai compris que le substrat était la partie qui nourrissait le sol, qui nourrissait la spiruline, pardon. Et à partir de là, c'est comme ça que je suis arrivé aussi au bio, parce que je me suis dit, la spiruline, elle ne vit pas directement en contact avec la matière organique. Elle ne vit pas directement en contact avec la nourriture. Tout se trouve au fond de la lagune. Donc tous les gens qui ont essayé de faire du bio jusqu'à maintenant et qui ont échoué, parce qu'ils ont mis directement la matière organique dans l'eau. Ce que nous impose le bio, c'est d'utiliser de la matière organique pour la source d'azote. Et moi, observant un lac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de matière organique dans l'eau, qu'elle était vraiment tout le temps au fond. C'est le substrat et les bactéries anaérobies qui, au fond, à travers une méthanisation, transforment cette matière organique en nutriments. Alors que nous, sur des bâches plastiques, de façon traditionnelle, dès que la spiruline meurt, dès qu'il y a la matière organique, ça salit l'eau et il y a un développement bactérien dans l'eau. Alors que dans les lacs naturels, la spiruline elle meurt, elle va tout au fond et l'eau reste toujours transparente, malgré qu'il y ait des centaines et des tonnes de spiruline qui meurent tous les jours. Donc là, pour moi, ça a été fascinant de voir une eau transparente dans un endroit où il y avait tant de mortalité spiruline. Donc il y a un équilibre, je me suis dit, waouh, si on peut arriver à ça quand même. Et donc voilà, ça a été la source d'inspiration, c'est ça, de se dire, ah ben oui, comment on a pu faire jusqu'à maintenant de la culture spiruline hors sol. C'est ce que font tous les producteurs, à part ici, quoi. Ils cultivent hors sol, c'est-à-dire sur du plastique. Je me dis, non, c'est pas possible. Et ce lien au sol, il n'est pas que au niveau des aspects transformation de la matière organique, et donc la spiruline, elle meurt, elle est retransformée en matière organique par les bactéries au fond, il y a une méthanisation qui se passe au fond, et ensuite, après le travail des bactéries anaérobies, hop, les nutriments reviennent à la spiruline au fur et à mesure des besoins. C'est fascinant, hein, quand je dis au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire la spiruline se développe, elle se développe quand il fait chaud. Quand il fait chaud, hop, ça fait sortir les gaz, et donc hop, le fond des lagunes dégage juste ce qu'il faut d'azote, de phosphore. Si jamais le pH il monte parce que la spiruline s'est trop développée, pareil, ça enclenche le fait que le gaz qui est prisonnier dans l'argile va être libéré. Enfin, il y a un équilibre qui est fabuleux, quoi. J'ai compris quelques petites choses de ces observations, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'était parfaitement équilibré et que nous, on était sur un flux tendu avec la culture spiruline qui était loin d'être équilibré, loin d'être pérenne, quoi. Donc l'idée ici de ça a été de reproduire ce bassin, un bassin avec au fond de l'argile et du sable. Alors je vais expliquer comment j'ai fait ça, mais avant, vous dire que j'ai compris quelque chose de très important aussi, et ça a été vérifié par d'autres, des scientifiques, et je l'ai vérifié ici sur la ferme, c'est que la spiruline, comment elle a pu vivre pendant plus de 3 milliards d'années, si ce n'est en se réfugiant dans l'argile. Et effectivement, ils ont retrouvé de la spiruline à des profondeurs des fois de 1 mètre sous le sol, où elle se réfugie. Des lacs qui se sont asséchés, où les conditions du lac permettent plus que la spiruline vive. Elle va se réfugier avec c'est une forme de spirale, la spiruline, hein, d'un quart de millimètre. Et hop, comme une vis sans fin, elle va descendre, s'abriter. Elle fait une couche de sucre, de polysaccharides autour d'elle qui maintient une hygrométrie, un peu d'humidité.
Et avec ça, elle peut vivre 100, 1000 ans, jusqu'à ce que le changement climatique soit favorable. Donc on a beau faire des bêtises sur la planète, l'aspirine sera toujours là. Bon, c'est en même temps rassurant. C'est le début de la vie et elle pourra renaître à tout moment. Nous, ce qui a été fou, c'est de vérifier ici. C'est-à-dire que j'ai dû à un moment donné nettoyer mon bassin parce que j'avais eu un contaminant et détruire toute vie au-dessus de l'argile. Ça m'est arrivé une fois avec de l'eau oxygénée. Ça, c'est autorisé en bio. Et du coup, je fais ça et pour remettre une autre souche. Et en fait, j'ai laissé comme ça. Et en fait, suite à ce traitement, 3 mois après, la spiruline est ressortie de l'argile. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça qui se passe depuis 3 milliards d'années. Ça fait un petit déclic comme ça. Mais il a fallu que je le visualise. Mais ce qui est fou, c'est que dans les cultures de spiruline, en général, la spiruline dégénère entre le moment où on la récupère dans son milieu naturel et le moment où on la cultive, elle devient droite, elle devient courbée, elle devient cassée. Enfin, on sent visuellement qu'elle dégénère. Nous, notre spiruline, elle est ressortie de l'argile il y avait une forme, il y en avait 4 différentes. Et avec, moi, chaque fois que je regarde le microscope avec Anna, je suis tombé amoureux. C'est la plus belle, quoi. Moi, après, elle est magnifique, mais vous prenez des images, on verra bien. Je la trouve très très belle et je trouve qu'elle est vraiment dynamisée par ce lien avec le sol, oui. Je pense aussi. Donc, comment j'ai reproduit ce substrat, hein, au départ, l'idée c'était de faire un bassin plastique sur les côtés et au fond du plastique aussi et une couche d'argile qui reproduit le substrat. Voilà, c'est ce qui était prévu. Je n'avais pas prévu autre chose que ça. Et quand on était sur ce projet avec Enkidu, une personne qui m'a beaucoup aidé ici, je me disais comment on va étanchifier. Bon, on passait soudé au fond de la bâche. Et au moment où on était dans cette réflexion, on a découvert, j'ai découvert en amenant le petit à l'école, un tas d'argile énorme sur le chemin de l'école. Je suis revenu pur. Et donc j'ai dit à Enkidu, je crois qu'on a un cadeau pour nous. Donc je crois que le fond du bassin, il doit être étanchifié qu'avec de l'argile, on ne doit pas mettre de bâche. Je l'ai pris ça comme un signe en fait. Signe d'autant plus fort que cette terre argileuse, elle avait été juste sortie par une pelle pendant quelques jours. Après, elle a été enlevée. Et ça a été juste creusé sur une terre qui fait à peine, je sais pas moi, ça fait 500 mètres carrés, tout petit, un tout petit beau morceau de terre qui appartenait à mes grands-parents. Un truc de dingue, qui avait été vendu il y a quelques temps. Et là, je me suis dit, ça c'est un peu la terre de mes ancêtres. Donc du coup, j'ai pas hésité. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis des signes aussi. C'est la spiruline qui me guide. Confiance. Je pensais pas pouvoir étanchifier le bassin. J'avais aucune donnée là-dessus. Donc j'ai mis l'argile et puis je me suis dit bon, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après, je me suis renseigné. Il faut de la bentonite pour bien étanchifier. Donc j'ai racheté 1 tonne de bentonite en plus de ces 3 tonnes d'argile verte locale que j'ai mis au fond du bassin. Et en plus de cette bentonite qui, elle, garantit l'étanchéité. On a bien tassé le tout et ensuite on a rajouté de l'argile verte et là j'ai acheté une argile dont j'avais la traçabilité, dont j'avais les analyses, je savais qu'il n'y avait pas de métaux lourds parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, hein, c'est pas parce qu'on fait naturel qu'il faut fermer les yeux sur la qualité, surtout qu'on vend après à des gens qui veulent avoir un produit aux normes et avec des qualités excellentes sur tous les niveaux. Et du coup, voilà, c'était la spiruline Puy-en-Velay qui m'ont fourni leurs analyses. Du coup, j'ai pris 1 tonne chez eux. Donc j'ai mis une toute couche de cette argile verte. Et après, j'ai mélangé cette argile verte avec du sable. Comme je l'ai observé dans tous les lacs, c'est toujours un mélange d'argile et de sable, le substrat, dans lequel se réfugient les bactéries qui font ensuite le travail de transformer la matière organique. Donc on a fait ça dans un bassin profond, hein, il y a à peu près 50 cm de profondeur d'eau, il y a en tout 35-40 cm de substrat avec un peu de matière organique dessus qui se cumule au fur et à mesure. Et ensuite, ce bassin profond qui lui est peu productif parce qu'il y a peu de lumière qui arrive dedans, pour que ça soit un projet qui soit quand même productif, qui ne soit pas juste se faire plaisir à cultiver la spiruline dans un bassin parce qu'elle est belle et tout ça, j'ai relié ça à 2 bassins super productifs. Par contre,
Et j'ai adapté, donc on peut dire que c'est une innovation aussi, ce qu'on appelle les bassins à plat incliné, à faire des bassins à escalier qui permet d'avoir une profondeur entre 7 et 12 cm. Donc très forte productivité sur cette faible profondeur, parce que ça chauffe vite et il y a la lumière. Donc en tout, on a une production qui est productive, même si c'est pas notre but. Production moyenne, on va dire, en productivité. Pas trop, on est à peu près à 5 grammes par mètre carré par jour. Et on a le produit qui est de qualité au niveau bactériaux, au niveau métallo, parce que ça a toujours été un peu la réticence des gens. Ils me disent « Ah oui, mais tu vas pas mélanger la spiruline avec l'argile. L'argile, c'est sale. » Je dis « La terre, c'est sale. » Ah oui, d'accord. Pour quelqu'un qui pense hors sol, oui, je comprends, mais l'argile, c'est quand même aussi quelque chose qu'on utilise pour guérir. Il y en a qui en boivent et tout ça, parce que c'est vraiment... Et donc, on a dû faire beaucoup plus d'analyses que tout le monde pour démontrer que tout allait bien. Et tout va bien. Voilà. Elle est bonne. C'est une résilience au sein même de la culture, quoi. C'est-à-dire qu'un excès de nourriture dans l'eau va être capté par le complexe argilo-limique, c'est ce que j'appelle au fond, hein, même si ça n'est pas vraiment, puisque c'est un aérobie. Mais un excès de nourriture dans l'eau va être capté par l'argile, parce qu'il est électronégatif, qui va prendre tous les ions électropositifs. Et quand il y a manque de nourriture, l'argile va relarguer, et ça fait un tampon, quoi. Donc résilience. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi collective dans cette ferme ? Parce que tu n'es pas tout seul, du coup, ici, à cultiver la spiruline. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de... Initialement, non, il n'y a rien de prévu à cet égard. Mais dans la réalité, il y a toujours du monde. Et puis, si on est un peu plus mystique et spirituel, et qu'on se dit que la spiruline est notre grand-mère en commun, donc obligatoirement, on a une vision un peu fraternelle des autres, quoi. Voilà. Donc je suis quand même pas mal dans l'accueil, c'est vrai, et je dirais, le lieu est pas mal dans l'accueil. Moi j'ai l'impression que je suis juste le gardien du lieu, et que le lieu il a un casting qui vous a envoyé ici par exemple. Moi je vous ai rien demandé, vous êtes arrivé, quoi. Voilà. Et ça se fait comme ça, il y a toujours les gens qui arrivent quand il faut, et c'est je peux dire, c'est une vraie magie, n'est-ce pas, qui se passe ici. Je prends un exemple, par exemple. Moi, quand la permaculture de spiruline a commencé à fonctionner et qu'il fallait arriver au quotidien à la produire, la transformer, la récolter et la vendre. Et là, il y a quelque chose à moi qui m'a dit faire tous les jours ça au quotidien. Voilà, je sortais de mon rôle d'expérimentateur et de lien avec la spiruline désintéressé, quoi. C'est ça, je crois, la force, c'est que moi j'ai un amour d'aspiruline désintéressé. Et du coup, dès que j'étais dans cette situation-là, boum, est arrivée Anna avec Jérôme, qui est venue faire par un petit stage et qui a pris cette place de récolter tous les jours, de transformer et de s'occuper de la commercialisation. Et donc, le collectif s'est un peu ouvert comme ça. Donc on était du coup 3, plus les gens de passage régulièrement. Il y a à côté deux producteurs que j'accueille. Bon, ici, comme j'ai de la place, il y a 2 jeunes qui voulaient s'installer, produire la spiruline. On s'est dit on peut mettre en commun du matériel, comme le laboratoire de transformation, qui est assez coûteux, et je leur loue une partie du terrain. Et donc voilà, ça fait comme une petite pépinière d'entreprise, on va dire. Mais donc voilà, j'accueille à ce niveau-là. De temps en temps, des chantiers participatifs. Et le collectif, comme si le lieu était en train de mettre en place. Moi, je suis un peu, ce que l'énergie m'amène à. Et oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui restent longtemps. Et donc de ce fait, on apprend à fonctionner aussi un peu en collectif, même si la partie où moi je vis est quand même assez séparée de l'espace collectif, parce que dans la famille on a besoin de notre intimité. Après, on sent que cette dynamique vient, et moi je me réjouis de ça. D'autant plus que là, je suis en train d'acheter des terrains à côté pour me protéger, qu'il n'y ait pas de vignes et de traitement. Hein. Donc j'achète des terrains à côté,
très cher d'ailleurs, mais bon, ils en profitent. Et du coup, il y a 1 hectare de plus qui se libère, que je vais ouvrir à tous les possibles. S'il y a des gens qui veulent faire des choses respectueuses de la nature, je vais mettre à disposition. On est sur le design de ce nouvel espace, et donc je pense que le collectif là, il va être quasi obligé, puisque moi je vais pas m'occuper d'1 hectare de plus de terrain, et que ça va se mettre en place. Donc il est là, il est sous-jacent. Voilà. D'ailleurs, il y a la volonté de faire un financement participatif bientôt. Oui. Alors du coup, dans cette quête d'autonomie, mais aussi de cohérence en permaculture, hein, puisque moi j'ai fait un premier financement participatif qui s'est intitulé en fait Permaculture Spiruline, mettre au point la permaculture spiruline, et c'est grâce à ce financement participatif que j'ai pu faire ça, hein. Et donc merci à tous les donateurs et tous les gens qui ont communiqué sur le sujet. À l'époque, on a demandé 12 000, on est arrivé à avoir 18 000. Bon, mais en fait, on a claqué beaucoup plus que ça, parce que les matériaux, enfin, on a oublié plein de choses. Au niveau de l'argent, ça va très vite dès qu'on est en fait, dans des matériaux top. Parce que comme ça devient une ferme expérimentale, mais aussi une ferme pilote, une ferme modèle, donc on s'est dit qu'il faut faire toujours quelque chose qui soit impeccable. Et du coup, ça coûte cher. Et en plus, nous on y met du beau, comme vous avez pu le voir. On essaie que tout soit beau, parce que ça nourrit aussi la spiruline pour moi, quoi. Donc c'est cette beauté, quoi. Et ce qu'on a envie, c'est que ce lieu devienne un sanctuaire à la spiruline. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a dans cette cohérence de permaculture spiruline, donc je vais venir en financement participatif, mais c'était récupérer les eaux de pluie. Donc on a mis une citerne pour récupérer les eaux de pluie. On essaie de relier la spiruline à tous les arbres qui sont plantés autour. Tous les déchets de la spiruline, on les composte et ça retourne aux arbres. Enfin, on essaie de relier la spiruline à l'ensemble de l'écosystème. Et on veut avoir une autonomie énergétique aussi, quoi. Donc ici, il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Et du coup, voilà, la prochaine étape pour nous, c'est le financement participatif de 50 mètres carrés de panneaux solaires avec un petit éolien, pour être totalement autonome en énergie et être encore plus cohérent sur la production. Parce que quand j'ai appris qu'ils voulaient me mettre un compteur Linky, ça m'a bloqué direct. Je me suis dit non, ça sera solaire ou rien. Donc du coup on est là, on a toujours pareil, on n'a pas les sous, tout ça, ou très peu, mais on sait que c'est juste. Donc je viens juste d'acheter le terrain, je suis en train de l'acheter là, où va se faire ce projet. Et du coup voilà, ça va être encore une question de 30 000 € à sortir pour ce projet. Et ce projet, il n'est pas lié qu'à la spiruline, il est lié aussi à tout ce qui se passe ici, et en particulier, comme je le dis, on a vraiment envie que ce soit un lieu de biodiversité, quoi. Et donc les panneaux solaires, ils vont faire fonctionner un forage au solaire, et du coup, dès qu'on peut, on va sortir de l'eau pour faire des mares aussi, pour amener la biodiversité dans l'eau, et puis plus sur d'eau, plus planter d'arbres, voilà, sur 2 hectares, il y a de quoi faire, quoi. Donc plein de vie à venir grâce aussi à ce projet d'énergie solaire, parce qu'on va être vraiment dans l'abondance, quoi. Même pour l'arrosage, puisque ça va être de l'eau qui sera nourrie grâce au soleil, quoi, en fait, qui va donner son énergie, et le vent de temps en temps. Voilà. Alors, pourquoi le nom Le Ver Luisant à notre spiruline? Justement, c'est parce qu'on a voulu relier notre production de spiruline, qui est essentiellement fraîche, et donc dans la spiruline fraîche, il y a un côté luisant, brillant, quoi, et lumineux. Comme je dis, c'est pour moi beaucoup de lumière déjà, la spiruline. Donc ça, sur un plan plus subtil. Elle se nourrit de lumière, elle peut apporter la lumière. Et aussi pour moi, le ver luisant, sur ce lieu, c'est tout un symbole. C'est-à-dire que tous les ans, j'arrive à voir 1, 2, 3 vers luisants qui survivent sur le lieu, au tout le traitement qu'il y a voilà, dans la région aux alentours, sachant qu'il y a beaucoup de vignes. Et je sais qu'à ma jeunesse, des vers luisants, on en voyait partout. Maintenant, j'en vois 2, 3 sur mon bout de terrain, et pour moi, c'est un symbole de protection
de l'environnement et du lien de notre spiruline avec l'écologie du lieu, quoi. Et c'est pour ça spiruline le ver luisant, parce que c'est le symbole de, je dirais, de lutte, ouais, pour que la biodiversité et que l'Oasis, on a créé une association qui s'appelle l'Oasis de la Roquette, accueille le ver luisant et d'autres insectes et oiseaux, tout ça. Voilà. Pour ça le nom le ver luisant. Ok, donc le nom que vous avez choisi pour la commercialisation de votre spiruline. Oui, c'est ça. Ok. On aime beaucoup, nous, les rêveurs, et on aime beaucoup rêver. Du coup, on aime beaucoup demander aux gens quel est leur rêve. Eh ben, mon rêve, c'est d'atteindre la sagesse ultime de l'arbre. C'est-à-dire de savoir m'adapter à mon environnement, là où je suis, et en accueillant ce qui vient, et les pieds bien racinés, et ma tête vers le ciel, et à leur image être là, et bien présent. Voilà. C'est ça mon rêve. C'est très personnel, mais je pense que si chacun plante son petit arbre intérieur, le monde ira mieux, quoi. Excellent. En attendant, je plante des arbres. Et beaucoup d'arbres. Pour apprendre d'eux, parce que j'aimerais bien finir au milieu d'eux. Voilà, donc j'apprends beaucoup des arbres aujourd'hui, c'est mes grands maîtres associés. Tous les ans, on est parti pour 350-400 arbres, qui ne sont pas spécialement des arbres fruitiers, mais des arbres dédiés vraiment au bien-être des animaux, des oiseaux, des insectes autour, quoi. Voilà, c'est un acte écologique, on va dire. Excellent. Et pour conclure, on a avec nous un carnet qu'on travaille de lieu en lieu. C'est un carnet de citations. Donc du coup, chaque rencontre inspirante est amenée à nous laisser une petite citation. Est-ce que toi, il y en a une là, alors c'est vrai que je te prends un peu de cours, hein, mais Oui, là, quand même. est-ce que toi, il y en a une qui t'inspire et que tu as envie de partager? Oui. Enfin, on était un peu dans le partage de ce qui est le collectif, que du coup, qui dit collectif, dit il faut mettre un peu des règles, des modes de fonctionnement, tout ça. Moi, j'ai un peu de mal, justement, avec des règles, tout ça. Et pourtant, je sens qu'il faut quand même passer par là. Et il y a une citation quand même qui reste là, moi, et qui est un peu... ce qui me garde beaucoup d'espoir pour l'humanité, quelque part. C'est une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc moi je suis chrétien, qui dit « Là où il y a l'amour, point besoin de loi ». Voilà la citation. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, tout ce qu'on vit autour de nous, toutes ces lois, toutes ces réglementations, tout ça, c'est que quelque part on n'est plus dans l'amour. Et dans un lieu où tout le monde est dans l'amour, est bien centré dans son arbre intérieur, bien à sa place, communique au bon moment, sans peur, sans blessure, tout ça, dans l'amour pur, il n'y a plus besoin de loi, parce que tout est fluide, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est la phrase à laquelle je m'attache. Et donc j'ai envie ici un peu de structurer les choses. Et derrière, il y a ça, je me dis, j'ai confiance. Parce que où il y a l'amour, point besoin de loi. Voilà. C'est beau. Excellent. Bravo. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup.